Bonjour Cyril Flamin, bienvenue. Vous êtes donc expert biogaz chez Engie. Les méthaniseurs, j'ai regardé ce chiffre en préparant l'émission, plus de 1300 méthaniseurs en service en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets? C'est un secteur qui se développe rapidement? Alors oui, c'est un secteur qui s'est beaucoup développé, mais qui a été un peu revu. Enfin, l'accélération s'est un peu freinée par rapport aux tarifs d'achat qui ont changé il y a 2 ans. Donc du coup, il y a eu un petit coup de frein à la filière. Mais oui, c'est une filière très dynamique. Donc effectivement, 1300 méthaniseurs. Il y en a un peu plus de 300 qui injectent du gaz renouvelable dans le réseau. Donc c'est un peu plus de 6 TWh actuellement injectés. Donc oui, c'est une filière dynamique et encore un fort potentiel parce que il y a des objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe d'ici 2028 d'avoir plus de 7% de biogaz dans le réseau. Oui, c'était l'une des questions que j'allais vous poser. C'est porté par une ambition de développement de l'État, de l'Europe aussi. Oui, ça bouge un peu partout. Alors c'est dans le cadre de la directive RED 2, donc sur la directive des énergies renouvelables. Donc il y a pas mal d'objectifs en termes de biocarburants, en termes d'énergie renouvelable, notamment donc du coup le biométhane et le biogaz. Alors quand un secteur se développe, il faut l'accompagner. Évidemment, le 31 mars dernier, une charte de bonnes pratiques a été signée à Nantes à l'initiative du groupe de travail biogaz du comité stratégique de filière nouveaux systèmes énergétiques. Vous êtes représentant d'un des groupes, un groupe de travail. C'est quoi l'esprit, l'ambition générale? Après, on rentrera dans le détail de cette charte. De la charte, ok. Ouais. Donc la charte, c'est donc une charte de bonne pratique pour un approvisionnement durable de matières organiques pour les méthaniseurs. Et en fait, le but, c'est de professionnaliser, de fiabiliser, de structurer l'amont, donc tout ce qui est en lien avec l'approvisionnement de ces méthaniseurs. Parce que, effectivement, là, ça représente un peu plus de 20 millions de tonnes sur les 1300 projets. Enfin, c'est entre 20 et 25 millions de tonnes de biomasse qui sont mobilisées tous les jours, tous les ans, pour approvisionner ces unités de méthanisation. Quels sont les risques ou les dérives ou les difficultés, on peut employer un terme ou l'autre, auxquels le secteur est confronté dans cette partie approvisionnement, hein? Alors les difficultés, ça va être effectivement d'assurer, les unités de méthanisation sont là pour 15-20 ans et donc il va falloir sécuriser cet approvisionnement donc parce que sans matière première, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de biogaz et donc il va falloir sécuriser sur cette durée bien ces ressources-là avec un pouvoir méthanogène, donc conserver le pouvoir méthanogène, donc sécuriser en quantité, en qualité et en prix. Mais quand vous dites ça, sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser la filière, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des terres agricoles? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on les réserve à l'alimentation humaine ou animale, ou est-ce que ça finit par servir à créer une source d'énergie, ce qui peut sembler un peu absurde quand même? Alors les sources d'énergie pour la méthanisation, c'est 80% vient effectivement du monde agricole. Donc ça va être en premier, ça va être les effluents d'élevage, lisiers, fumier. Ensuite, on va avoir les pailles. Paille ou résidus de culture. Ensuite, on va avoir des cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui sont des cultures intermédiaires, donc pas des cultures principales, donc qui ne viennent pas en compétition avec l'alimentaire. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être déchets venant de la collecte, des collectivités, des industries agroalimentaires. Et enfin, on a tout ce qui va être... on peut aussi avoir du gaz à partir de centres d'enfouissement. Donc vous voyez, il y a 80%. C'est varié, quoi. C'est très varié. La méthanisation française, sa spécificité, c'est un mix d'intrants. Donc il n'y a pas actuellement, si on parle des cultures énergétiques, donc des cultures principales qui vont rentrer dans les méthaniseurs, on est entre 5 et 6%. Oui, mais alors est-ce que ça risque de monter en puissance en même temps que la filière? Parce que c'est l'une des craintes ou des critiques qui sont apportées par ceux qui disent attention, les grands méthaniseurs énormes, etc., c'est une aberration écologique. 80% des méthaniseurs dont on a cité, là, les 1300, sont des méthaniseurs agricoles, soit individuels, soit collectifs de territoire. Donc voilà, il y a une forte implication du monde agricole dans ces filières. La méthanisation rend pas mal de services parce qu'effectivement ça produit une source d'énergie renouvelable locale, territoriale. On peut valoriser des ressources telles que les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui ont vraiment un rôle très important dans les rotations, dans le stockage carbone. Donc voilà, et puis il y a le digesta, donc qui ressort du méthaniseur et qui est une source de fertilisants local
Et donc voilà, il y a vraiment une implication, un fort intérêt du monde agricole dans cette filière. Est-ce qu'il faut mieux former les agriculteurs aussi? Parce que c'est un autre métier quand même, quand on se lance dans la méthanisation. Oui, alors via le CSF et via d'autres structures, il y a un accompagnement. Les agriculteurs sont pas tout seuls, et donc il y a vraiment dans le but toujours de professionnaliser, cette filière. Oui, il y a pas mal de formations et autres, parce qu'effectivement, c'est une unité. Alors on va pas dire industrielle, mais voilà, ça change quand même par rapport au métier de tous les jours d'un agriculteur. Oui, évidemment. 4 grands principes dans cette charte dont on parlait: expertise, transparence, circuit court, partage de valeur équitable. Sur la transparence, beau mot, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour la structuration de l'approvisionnement? Ça va être de donner toutes les informations nécessaires à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs, toutes les informations nécessaires à pouvoir, en termes de prix, de qualité, en termes aussi de réglementation, donc de donner tout ce qui va bien pour la traçabilité, pour la durabilité, donc on parlait des bilans carbone et des choses comme ça, et puis en termes de sécurité, de façon à ce que l'information soit la plus juste, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème, en gros, pour alimenter les méthaniseurs durablement. L'aspect circuit court, inciter à la durabilité des systèmes en favorisant les circuits courts et les logiques d'économie circulaire. Vous parliez de territorialisation, donc ça c'est quoi? Ça joue sur la taille du méthaniseur, en fait, cette logique-là dont vous parlez? Il y a une logique, effectivement, de se sourcer localement. Donc, en général, ça va un maximum de 15-20 km. Et là, le but de cette charte, c'est que les approvisionneurs cherchent à trouver des ressources, à faire le lien entre des méthaniseurs locaux et des fournisseurs potentiels de biomasse localement, de façon à limiter, effectivement, les transports, les émissions de gaz à effet de serre en lien avec ces transports. Et puis il y a aussi un accompagnement dans la durabilité, aussi au niveau, quand on mobilise des ressources agricoles, au niveau durabilité en termes d'accompagnement agronomique. Donc il y a vraiment cet accompagnement et cette notion de créer de la durabilité, c'est-à-dire des liens avec les acteurs du territoire, et ne pas assécher, on va dire, des territoires. Bien sûr. Voilà, il y a vraiment cette notion de partenariat. Est-ce qu'il y a des sources d'approvisionnement qui sont sous-utilisées aujourd'hui? Je parle notamment aux déchets des ménages. Est-ce qu'ils vont déjà vers des méthaniseurs dans certaines régions, ou est-ce que finalement c'est marginal aujourd'hui? Alors c'est en train d'être développé. Il y a la réglementation qui change, qui va obliger, tout déchet, il va y avoir la collecte sélective, et donc du coup au 31 décembre 2023, toutes les collectivités devront avoir un tri sélectif sur cette partie déchets organiques. Actuellement, effectivement, il y a des filières qui se développent, des points d'apport volontaires, où les particuliers peuvent apporter leurs déchets organiques. Et donc, il y a des filières qui commencent à se structurer, se développer sur ça. Donc, il y a pas mal de challenges, parce qu'effectivement, il faut trier. Il ne faut pas qu'il y ait de contaminants, métal, plastique et autres. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est en train d'être... ça se développe assez fortement, parce qu'effectivement, c'est un gisement qui est actuellement sous-exploité. Je reviens sur le dernier des piliers, le partage de valeurs équitables. C'est quoi? C'est un engagement de la filière? En quoi ça consiste, ça? Alors en fait, c'est d'avoir, c'est une notion de transparence, c'est de convenir d'un prix acceptable à la fois pour le fournisseur et puis pour l'utilisateur, qui va prendre en compte effectivement le marché local, son pouvoir méthanogène, sa quantité d'énergie, aussi le service qui va être apporté par l'intermédiaire. Donc certains vont apporter un conseil agronomique, vont faire la logistique, et donc tous ces coûts en fait sont mis sur la table, et donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise et que les coûts soient maîtrisés pour les acteurs de la filière. Un dernier mot lié à l'actualité, la guerre en Ukraine, la flambée des prix du gaz, ça rend vos produits compétitifs, plus compétitifs? Le gaz issu le biométhane issu de la méthanisation, oui, devient effectivement compétitif. Donc là, jusque maintenant, effectivement, il fallait industrialiser, professionnaliser de façon à avoir des objectifs de baisse des coûts. Mais on se rend compte qu'au final, on a une filière qui est déjà compétitive et qui produit déjà une ressource locale à des prix intéressants vu la situation actuelle. Merci Cyril Flamin, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat en partenariat avec Entrepreneurs pour la planète.